Bonjour tout le monde. Alors, je vois que certains ont reconnu la chanson. Bravo Linda. Donc, c'était Gloria Gaynor en 1978. J'ai vu qu'elle avait repris cette chanson tout récemment pour la crise du coronavirus et elle a fait un petit clip où on la voit en train de se laver les mains bien comme il faut et elle chante cette chanson. À propos de cette chanson, ça a été repris par plein d'organisations et autres. Et récemment, ça a été repris aussi par une association pour la lutte contre le cancer des femmes en Grande-Bretagne. Et je vous ferai passer un lien où vous aurez la pub en question. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est exactement les paroles de la chanson qui ont été reprises, qui sont dites par des petites filles. Et c'est vraiment, il n'y a eu aucun changement dans les paroles. Voilà, donc écoutez, ça me paraissait tout à fait approprié. Tout le monde avait reconnu? Est-ce que tout le monde avait bien entendu déjà? Vérifiez votre son. Faites-moi un petit signe si vous avez reconnu. Bon. Alors, désolé si le son est un petit peu pourri parce que j'ai pas un équipement audio très performant. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est la feuille d'exercices complémentaires. Donc, vous aviez 2 exercices. Et là, je vous ai pas fait passer le corrigé. Donc, on va voir ensemble comment poser tout ça. Donc, vous devez avoir l'énoncé à l'écran. Si vous pouviez le mettre sur une fenêtre complémentaire, ce serait pas mal. Comme ça, vous l'aurez sous les yeux. Et on va faire la correction à la main. Donc, je vais plutôt mettre un tableau blanc. Donc, je rappelle, le premier exercice, ça concernait la capacité thermique de l'aluminium à basse température. Donc, c'était l'occasion de voir un cas où vous avez la capacité thermique qui n'est pas une constante. Donc, vous avez un tableau de valeurs qui indique la capacité thermique et on voit qu'elle varie assez considérablement en fonction de la température. Donc, je vous avais dit, globalement, la capacité thermique, c'est souvent constant sur des faibles gammes de température. Là, il n'y a pas des grosses variations de température, mais le comportement à très basse température est quand même un petit peu particulier. Et du coup, on est dans un cas où C n'est pas constant. Donc, on va voir comment résoudre ça. Alors, je vais partager un tableau blanc. Voilà. Et on va tenter de faire la résolution. Ah, sauf qu'il ne veut pas apparaître. Si, il faut juste être un peu patient. Ça y est, tout le monde est en place? Donc, premier cas de figure, vous avez un tableau de valeurs. Alors, on ne va pas tout faire à la main ici, hein. Mais vous avez une loi qui est proposée par l'énoncé, qui est en puissance alpha de la température. Donc, la loi proposée par l'énoncé, il faut voir comment la vérifier à partir du tableau de valeurs. C'est exactement les méthodes qu'on a vues en cinétique, c'est-à-dire que vous avez une loi qui est C. Ah, ça y est. Excusez-moi, j'ai besoin de faire quelques petits réglages sur mon stylet, comme d'habitude, le prendre dans le bon sens, sinon il me fait n'importe quoi. Voilà. Non, c'est toujours pas le bon sens. Ça y est. J'espère. Donc, la loi à vérifier, c'est... Non, toujours pas bon. Bon, je le réécris. J'appuie peut-être un peu trop. Ah oui, c'est de pire en pire, hein. Bon. J'efface ça. Donc, écoutez, la loi, vous l'avez écrite bien comme il faut sur votre document. Et pour la vérifier, à partir d'un tableau de valeurs, c'est les mêmes outils qu'en cinétique, c'est-à-dire qu'on va chercher à utiliser la totalité des valeurs. Et pour ça, on va linéariser. Donc, surtout pas le vérifier à partir de quelques valeurs dans un tableau, mais bien prendre l'intégralité en traçant une courbe. Et la meilleure des courbes, dans tous les cas, c'est la droite. Donc, on va prendre, par exemple, ln de Cp. Non, alors, j'arrive vraiment pas à tracer aujourd'hui, hein. Donc, ln de C, si vous prenez la loi, si vous admettez la loi, ça fait ln de A plus alpha ln de T. Donc, ça, c'est ce qu'il faut toujours vérifier. Vous avez C qui est dans le tableau. Ah, je ne vois rien qui s'affiche, moi. Je vous ai écrit des horreurs à l'écran et il n'y a rien qui s'affiche. Est-ce que vous voyez des choses s'afficher? Ah. Bah, écoutez, j'ai écrit pourtant. Bon. Alors, je vais essayer d'écrire directement. Ah, mais ça y est, ça s'est affiché, mais avec un petit peu de retard.
Bon, ben, on a un petit temps d'attente alors. C'est bon? Alors, donc ça, c'est la loi qu'il faut vérifier. Alors, en gros, il faut que j'écrive en avance ou alors que je vous laisse une pause entre chaque. Il va falloir linéariser. Donc, à partir du tableau, le temps que ça s'affiche à l'écran, vous avez le temps de chercher à savoir ce qu'il faut tracer en fonction de quoi pour avoir une droite. J'efface pas parce que si j'efface tout d'un coup. Donc, je vous laisse les vilains gribouillis. Donc, il s'agit de trouver ce qu'on va reporter en Y et ce qu'on va reporter en X pour avoir une droite. Et dans ce cas-là, on va essayer de déterminer avec la pente et l'ordonnée à l'origine comment exploiter la droite. Normalement, ça va s'afficher. D'ici 10 minutes, vous aurez un truc à l'écran. Hein. Enfin, on espère. Enfin, on espère, mais on y croit moyen. Ah, excusez-moi, j'ai encore des problèmes de connexion. Je vois que ça va couper. Bon, si vous ne m'entendez pas d'ici quelques temps, vous saurez pourquoi. Voilà. Bon, je suis en train de me déconnecter, me reconnecter. Ça va se faire. Et si quelqu'un veut prendre la main sur le tableau pour indiquer ce qu'on porte en X, puisque je vous ai déjà mis ce qu'on portait en Y, alors c'est mal écrit, mais c'est ln de CP, non, ln de C, pardon, qui est donné dans le tableau de valeur. Donc si on trace le log de C en fonction du log de T en népérien, oui, ah bah, il y en a qui ont un stylet aussi peu performant que le mien, c'est un X, je suppose, le machin qui s'est tracé, merci. Donc on peut tracer en Y ln de C et en X ln de T. Et dans ce cas-là, je vais voir si je reprends la main. Pas sûr. L'ordonnée à l'origine. Non, ça marche toujours pas. Ah, c'est pas le bon jour, hein. Bon. Donc l'ordonnée à l'origine, dans ce cas-là, ce serait ln de A. Et la pente, ce serait alpha. Voilà, voilà. Bon. On voit plus rien. Donc si ça vous va, j'ai tenté d'écrire moi en vert la pente et l'ordonnée à l'origine, mais je vois que ça... Ah, ça y est. Alors en vert, c'est moi qui écris. Donc si on trace à partir du tableau de valeur cette courbe, on va normalement avoir une droite. Le fait d'avoir une droite, ça permet de valider la loi qui est proposée. Et ça va donner également la pente qui est alpha. Et par l'ordonnée à l'origine, on a ln de A. Oui, alors attention, j'affiche. Alors il y en a qui sont en train de faire des dessins, mais ils ne sont pas bien centrés. Hein. Donc j'efface. Et donc je vous laisse faire le dessin s'il y en a qui veulent faire un petit schéma plutôt sur la partie droite du tableau parce que moi je suis en train d'écrire, enfin de tenter d'écrire sur la partie gauche. Il n'y a pas une seule linéarisation possible. En particulier, vous avez le droit d'utiliser par exemple le log décimal et pas le log népérien. Donc à partir de ce tableau, bon, c'est encore en train de se déconnecter, reconnecter. Non, vous êtes pessimiste, Alexis. Ah non, 2000 heures, vous vous rendez compte jusque ça nous mène. Par contre, on n'a quand même pas très longtemps devant nous. Bon, bah écoutez, si vous avez de quoi gratouiller sur votre papier, vous pouvez toujours essayer le log décimal de C. Et vous faites apparaître le log décimal de T. Voilà. Bon, j'essaie de recharger. Donc, si vous tracez le log décimal en fonction du log de T, c'est même pas sûr qu'on sortira dans 2000 heures, Milan. C'est pas sûr qu'on se revoit d'ailleurs. Bon, je suis en cours de reconnexion, hein, mais ça fonctionne pas. Donc, vous pouvez, alors ceux qui ont la main, vous pouvez essayer de tracer le log de C en fonction du log de T, peu importe qu'il soit népérien ou décimal. Dans tous les cas, ça vous donne la valeur aussi bien de A et de alpha. Donc, quand vous rédigez, surtout, vous le faites en deux temps. D'abord, vous vérifiez que les points sont alignés. Ça vous permet de valider la loi proposée par l'énoncé.
Et ensuite seulement, vous en déduisez les valeurs des constantes A et alpha. Alors, pour le deuxièmement, la température, donc on fait chauffer un morceau d'aluminium d'une température T1 à la température T2 et on vous demande de calculer la durée du chauffage. Dans cette question, la différence par rapport à ceux qu'on a vus, les exercices qu'on a vus ensemble avant, c'est que quand on intègre, on ne va pas pouvoir sortir la capacité thermique vu que ce n'est pas une constante. Donc quand on intègre, on ne va pas pouvoir sortir Cp puisque le C dépend de la température. Donc il faut garder l'expression de C et faire une intégrale avec la fonction mathématique qui est derrière. Bon, je suis toujours en cours de reconnexion du côté où j'ai la tablette, mais ça ne fonctionne toujours pas. On va refaire une énième tentative. Alors, s'il y en a qui veulent écrire, qui peuvent écrire, vous pouvez écrire déjà le DU. Oh, le joli DU. Donc, DU, c'est... Ah, moi, j'ai rien écrit encore. Moi, je suis en cours d'essayer de me connecter. Alors, DU, oui, égale M fois C dt. Donc, ça, c'est pour un... L'aluminium, c'est un métal, hein, donc c'est un solide. Donc, c'est M fois C dt. Merci à celui qui écrit en vert ou à celle qui écrit en vert. Voilà. Alors, c'est pas un petit t, c'est un grand T. Oui, petit t, c'est réservé au temps. Grand T, c'est la température. Merci. Étape suivante, on va intégrer ça entre les deux températures du chauffage. Donc ici, les températures s'appellent T1 et T2. Donc on met un joli signe intégral devant. Ah non, T1 et T2, c'est du côté de l'intégrale de droite. Du côté gauche, c'est de 1 à 2. C'est un delta U. À gauche, les bornes de l'intégrale sont des bornes en U et à droite, c'est des bornes en T. Donc c'est de U1 à U2, autrement. Et on remplace la capacité par l'expression, c'est-à-dire par A et T puissance alpha. Ah, je vois que des petits trucs qui s'écrivent en bleu. Alors en bleu, c'est moi. De l'intégrale, vous pouvez sortir uniquement le M et le A. Et il vous reste à chercher une primitive de T puissance alpha. Donc une primitive de T puissance alpha, ce serait T puissance alpha moins 1 sur alpha plus 1, pardon, sur alpha plus 1. Bon, je me suis à nouveau redéconnectée, donc je ne sais pas si vous verrez un jour quelque chose à l'écran. Je vous le fais uniquement au son, donc donc attention, quand vous intégrez, il faut intégrer le T puissance alpha, donc la primitive c'est T puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Alors en noir, c'est pas moi. Ça n'arrête pas de sauter, moi, ma connexion. Je pense que ça vient sans doute de ma box. Je suis la seule à avoir des problèmes de connexion ou il y en a d'autres qui sont en train de se connecter et de se déconnecter en permanence? Je regarde pas. Non? C'est chez moi que ça bug. Bon. Donc, pour calculer le DU, vous pouvez le faire quand vous intégrez. Oui. Il y en a qui ont oublié le A. C'est effectivement cette intégrale qu'il faut calculer. Merci à celui qui écrit en noir. Voilà. Bon, ça, chacun peut le faire le petit calcul d'intégrale. Vous trouvez une primitive et on peut le calculer. Une fois qu'on a le delta U, on applique le premier principe. Non, la somme de U1 et U2, ça ne sert à rien, c'est un delta U tout court. Donc, une fois que vous avez ce delta U, on applique le premier principe. C'est pas que c'est faux, c'est que ça ne sert à rien. Hein, la somme des DU, c'est directement delta U. Donc, ce n'est pas la peine de faire apparaître les bornes d'intégrale. J'efface. Vous avez le temps de noter. Hop. J'ai gardé la main sur la gomme. Hein. Ensuite, pour appliquer le premier principe, le delta U. Bon, j'arrive toujours pas à écrire.
Donc, par le premier principe, le delta U, c'est égal au transfert thermique reçu par le métal. Et le transfert thermique, on l'a à partir de la puissance. On vous dit qu'on chauffe avec une puissance PTH. Donc, le transfert thermique, c'est PTH fois le temps de chauffage. Donc, le delta U précédent, c'est PTH fois le temps de chauffage. L'inconnu, c'est le temps de chauffage qu'on isole. Et pour vous permettre de vérifier vos calculs, je vous donne la valeur numérique. Alors, je vais voir si je peux la voir. Je vais essayer d'écrire en texte. Donc, je vous donne au moins la solution. Donc, la solution, c'est 3 minutes 40 secondes. Donc ça vous permet de vérifier vos calculs. Quand vous avez le temps de chauffage par la formule, évidemment, vous l'avez en secondes. Et quand vous avez un temps de l'ordre de 220 secondes, vous n'allez pas le laisser dans cette unité. Vous le convertissez en une unité un petit peu plus parlante. Alors, on passe à l'exercice 2. Pas de questions sur l'exercice 1? Donc, c'est un cas rare. La plupart du temps, vous pourrez sortir C tranquillement de l'intégrale. Là, vous ne pouvez pas, mais c'est exceptionnel et c'est parce que c'est un exercice qui concerne des très basses températures. On passe au 2. Alors, la bouteille isotherme. Déjà, petite remarque à propos du terme isotherme. Donc, on parle de bouteille isotherme, de bouteille thermo. Donc, thermo, c'est un nom de groupe. Alors, le petit t vient d'où? Lina, le temps. Attention, il y a 2 t là-dedans. Il y a petit t, c'est le temps. Grand T, c'est la température. Je ne sais pas si c'était votre question, Lina. Donc, pour déterminer le temps, vous dites delta U. Delta U, on le calcule précédemment avec l'intégrale qui était gribouillée. Et ce delta U par le premier principe, c'est égal à Q, le transfert thermique. Il n'y a pas de travail ici, puisque c'est l'aluminium, c'est condensé. Et donc Q, c'est égal à la puissance fois le temps. C'était bon? Alors, on repasse à la bouteille isotherme. Donc, petit point vocabulaire sur le terme isotherme. Isotherme, c'est le but recherché par l'objet. C'est-à-dire qu'on cherche à avoir une température constante dans la bouteille. Mais justement, la transformation, elle n'est pas isotherme. Donc, si on veut modéliser la transformation, bon, vous avez trouvé comment dessiner des petites fleurs. Moi, j'ai peut-être retrouvé la connexion, mais c'est pas certain. Donc, là, système, ce serait la bouteille. Ce système bouteille, il contient du liquide avec une quantité qui est constante. Et ce système va évoluer de la température initiale vers une autre température. Alors, je suis en train de dessiner, j'arrive à dessiner sur ma tablette, par contre, je ne vois rien apparaître. Et je crois que vous ne verrez rien apparaître non plus. Bon, bah, c'est le jour où vous n'aurez pas l'image, vous n'aurez que le son. Donc, dans la bouteille, on va avoir un système. Bah, du coup, vous êtes obligé de le faire tout seul sur votre petite feuille. Si vous faites votre petit schéma pour modéliser la transformation, le système, c'est donc la bouteille et son contenu. Et cette bouteille va échanger de l'énergie avec l'extérieur uniquement sous forme thermique. Donc, si vous appelez delta Q l'énergie reçue pendant dt, on fait un bilan mésoscopique ici, vous pouvez exprimer delta Q en fonction de la puissance thermique qui est reçue depuis l'extérieur. Et là, la difficulté, c'est de traduire, enfin la difficulté, pas vraiment, mais on vous dit on vous dit avec une phrase ce que vous devez traduire mathématiquement, on vous dit la bouteille se refroidit par perte thermique avec une puissance de fuite proportionnelle à l'écart entre les températures intérieures et extérieures. Attention, la phrase fait 2 lignes. C'est pas pour ça que c'est compliqué. Vous traduisez ça sous la forme habituelle, c'est-à-dire la puissance PTH, c'est égal à petit a, un coefficient constant, fois l'écart de température. Il faut juste bien faire attention aux signes et au sens des échanges thermiques. Donc ici, la température extérieure, c'est 20 degrés. La température intérieure, 60 degrés. Donc la bouteille contient un liquide chaud, du café par exemple. Et les échanges thermiques vont se faire de l'intérieur vers l'extérieur en réel. Donc c'est l'intérieur de la bouteille qui fournit l'énergie thermique à l'extérieur.
Donc ça vous permet de savoir quel est le signe de delta Q. Delta Q, comme par convention, c'est ce qui arrive sur le système. Delta Q et je vous laisse répondre. Positif ou négatif? Oui, négatif. Donc on va avoir un échange thermique delta Q qui est négatif, qu'il faut écrire sous la forme petit a fois la différence de température fois dt, le petit t, pas le grand. Alors, Chloé, c'est quoi qui bug? C'est le son ou l'image? Parce que l'image, ça bug effectivement. Mais est-ce que le son, vous m'entendez pas bien? Parce que si déjà vous avez le son, moi j'ai qu'un seul poste qui bug. Ah, le son coupe aussi. Alors si vous avez ni le son ni l'image, ouais. Ah oui, oui, bah, ça craint aujourd'hui alors. Bon, bah, c'est le jour où... Oui, bah, donc je vous mettrai le corrigé, oui. Avec un mot sur deux? Oh, bah, vous avez la moitié du son, c'est pas si mal. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me reconnecter, parce que ça peut venir de moi. Que j'ai peut-être un truc qui tourne en arrière-plan, donc je vais déjà couper un certain nombre de choses, vérifier qu'il n'y a pas trop d'autres personnes chez moi qui sont connectées. Donc, je prends le temps de me déconnecter, je me reconnecte tout de suite, donc dans pas très longtemps, j'espère. Coucou, me revoilà. Bon, ben, je vois que vous êtes bien amusés en attendant, donc si ça vous embête pas, hop, j'efface tout. Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux, ceux qui avaient des problèmes de connexion? Est-ce que vous m'entendez? Alors, il y avait Chloé, j'essaie de m'en souvenir. Alors, parce que j'ai perdu le chat, là, en me reconnectant, j'ai tout perdu. Donc, ceux qui m'entendaient pas tout à l'heure, oui, maintenant, Chloé qui m'entendait pas, ça va mieux. Bon, bah, écoutez, c'est ça, faut redémarrer en cas de besoin. Alors, je vais voir si du coup, je peux écrire. Alors, donc le système bouteille, il est comme ça. Il a une température qui s'appelle T0, θ0. À l'extérieur, on a la température qui est constante, qui est θE. Ah, ça marche beaucoup mieux d'un coup. Voilà. Bon, bah écoutez, la prochaine fois qu'on commencera à cafouiller, on repartira de zéro, ce sera plus simple. Donc, le flux thermique va être en fait dans ce sens-là. Dans ce sens-là, on va avoir un flux qui est positif. Le flux qu'on va appeler delta Q, ici, il est donc négatif dans ce sens-là. Et delta Q, c'est égal à la puissance thermique
fois dt. Oui, ça fonctionne. C'est bon, tout le monde a l'image? Donc delta Q, c'est la puissance thermique fois dt. Et la puissance thermique, on a dit, je laisse une place devant pour mettre le signe, c'est une constante fois la différence de température θ0 moins θe. Non, pardon, c'est pas θ0 parce que θ0 n'est pas constante ici. Donc c'est θ tout court, je raye le 0. Fois dt. Et j'ai laissé une place devant pour mettre le signe. Donc ici, vous avez la température à l'intérieur qui est plus élevée que la température à l'extérieur. Donc θ moins θe, tel que je l'ai écrit ici, ça c'est supérieur à 0. Et du coup, pour retomber sur mes pattes, pour exprimer delta Q, qui est donc par convention ce qui est reçu par le contenu de la bouteille, il faut mettre un signe moins ici. Ça va pour tout le monde, ça? Donc la difficulté, c'est de poser ça. On est parti d'une phrase et on arrive à une petite expression mathématique. Et c'est exactement les mêmes outils que ceux qu'on a vus à 2 reprises dans la feuille d'exercice. Donc c'est très classique, ça, arriver à faire un bilan. Sur des échanges d'énergie. Alors, dès qu'on vous parle de puissance dans un énoncé, c'est une petite échelle. La puissance, c'est delta Q sur dt. Donc, du moment que c'est une puissance qui est évoquée, ça veut dire qu'il faut utiliser la puissance, et la puissance, c'est petit delta Q sur dt. Et ensuite, on réfléchit à part sur le signe. Premier principe, le delta Q qui est ici, c'est égal à du. Donc, on va avoir delta Q. En fait, c'est delta Q plus delta W égale du. Mais comme d'habitude, en première année, les phases sont condensées, donc on raye la partie travail. du, c'est égal à... Donc ici, on vous donne la capacité thermique de la bouteille grand C fois la variation de température. Température s'appelle θ ici. Donc c'est dθ. Donc si vous mettez bout à bout la première et la deuxième ligne, vous obtenez une forme différentielle. Et vous pouvez soit la traiter comme ça, soit faire apparaître l'équation différentielle. Donc ça, je ne vais pas plus loin pour cette question, puisqu'à partir de là, c'est normalement des choses que vous savez exploiter. Donc on y reviendra si vraiment ça pose problème. Mais ici, vous avez la température qui nous intéresse, c'est ça, qui apparaît sur le dθ, et vous avez dt pour le temps. Donc, établir la loi de variation, vous prenez la méthode qui vous convient le mieux, soit vous faites apparaître l'équation différentielle et vous trouvez la solution. C'est l'équation habituelle, il faut juste attribuer les bons coefficients. Soit vous séparez les variables, vous intégrez, donc du déjà vu. Donc, on passe à la deuxième question. Au bout d'une demi-heure, on vous dit que la température a baissé de 3 degrés et il faut calculer au bout de combien de temps elle aura baissé de 10 degrés. Donc, si vous avez une information sur le temps, la baisse de température au bout du temps fourni, vous pouvez en déduire le coefficient petit a. Attention, j'efface. Est-ce que vous voulez que je vous mette l'expression de la température? Ouais? Non? Ah bah d'accord. Bon, donc je vous mets l'expression de la température. Donc une fois que vous aurez tout bien résolu comme il faut, sauf erreur de votre part et sauf erreur de ma part, vous allez avoir la température θ. Ah, ça y est, cette fois-ci, c'est mon stylet qui rebug. Non, ça rebug encore. En fait, il n'y a qu'une seule position où il fonctionne bien, il faut que je la retrouve à chaque fois. Alors, θ, c'est bon, ça a l'air de marcher. θ, vous allez trouver θ0 moins θ extérieur, fois toujours le terme en exponentielle moins t sur taux. Donc ici, c'est moins TA sur C pour l'exponentielle, plus θe, la température extérieure.
On peut vérifier 2-3 choses. On vérifie qu'au bout d'un temps infini, l'exponentielle tend vers 0 et logiquement, la température θ tend vers θe. Donc, tel quel, ça paraît quand même assez logique. Pareil, j'ai oublié de le dire, mais dans votre équation différentielle, vous aviez que des signes plus du côté de la fonction et de sa dérivée, ce qui veut dire que vous aurez un signe moins dans l'exponentielle, ce qui est normal. Donc, comme dans l'exercice de la feuille, si jamais vous êtes trompé dans le sens des échanges, il y a un moment, vous devez vérifier qu'il y a un truc qui cloche et c'est dans les signes de l'équation différentielle. Donc, vous attendez à trouver que des signes plus du côté fonction et dérivée de la fonction. S'il y a un signe moins, bah écoutez, s'il y a un signe moins, dans 99 cas sur 100, ça veut dire que vous avez fait une erreur de signe. Il n'y a pas de fonction, c'est difficile de concevoir un truc qui tend vers plus l'infini quand le temps tend vers plus l'infini. C'est pas totalement impossible, mais dans la très grande majorité des cas, c'est physiquement incohérent. Donc ça, c'est la solution. Et à partir de l'équation précédente, il faut que vous soyez capable de l'obtenir quasiment les yeux fermés. Hein. Enfin, vous les ouvrez quand même, mais vous ne vous posez pas de questions. Il n'y a aucun moment où vous arrêtez. Vous devez dérouler votre fil. C'est une équation que vous avez déjà vue. Et vous la reverrez l'an prochain. Sauf qu'il y a un moment, il faut aller vite dessus. Alors, c'était quoi la question? On a oublié la question. Oui, à partir d'une demi-heure, donc pour t égale une demi-heure, vous avez un t. Si t égale une demi-heure. Ah, j'ai retourné mon stylet, j'ai peur du résultat. T égale une demi-heure. Ah non, ça marche. Donc t égale une demi-heure, vous le convertissez en secondes. Donc 0,5 heures fois 3600 secondes. Remarquez, est-ce que c'est la peine de convertir le temps en secondes? Je suis en train de me demander. Oui, puisque A, on va le donner en unité SI. Donc, vous avez pour ce temps-là, vous avez θ. Donc, θ, on vous dit que ça a baissé ça a baissé de 3 degrés. Donc, la température vaut 57 degrés. Alors, j'avais une question, et comme je n'étais pas sur le chat, je l'ai perdue. Alors, question de Mathieu, dans la parenthèse, pourquoi on a θ moins θ extérieur? C'est pas θ moins θ extérieur, c'est θ0 moins θ extérieur. θ0, c'est la température initiale, et θ extérieur, c'est la température du milieu extérieur. Et pourquoi on a ça? C'est à cause des conditions initiales. Quand vous résolvez votre équation différentielle, vous avez un grand K constant d'intégration qui intervient quelque part, que vous trouvez à t égale 0, θ égale θ0. Donc on le retrouve là-dedans. Si t égale 0, l'exponentielle vaut 1, et θ égale θ0 moins θe plus θe, ça fait bien θ0. Donc la parenthèse paraît cohérente avec la condition initiale. Mais après, effectivement, j'ai sauté quelques étapes, je ne vous ai pas rajouté la solution. Donc prenez le temps, vous, de la retrouver. Et prenez suffisamment de temps pour bien la retrouver, parce que vous devez savoir faire ça. Je me répète un peu, mais bon. Donc à partir des données numériques, ici, hop, on peut en déduire la valeur de petit a. Donc, je vous passe les détails du calcul, je vous mets juste la valeur numérique. C'est 3,64. 10 puissance moins 2. Et l'unité internationale, c'est ici des watts par Kelvin. Ah, j'arrive pas à faire des points avec mon stylet, hein, donc il n'y aura pas de points. Donc l'unité de A, vous l'avez à partir de la formule de la puissance, et sinon c'est l'inverse d'une résistance thermique. Donc à partir de la valeur de A, ensuite pour la question suivante, il n'y a pas de question suivante d'ailleurs, il faut calculer au bout de combien de temps ça aura baissé de 10 degrés. Donc dans le deuxième cas, vous calculez pour θ égale baisser de 10 degrés, ça veut dire que c'est 50 degrés. À partir du même outil, vous obtenez t égale. Vous connaissez petit a, donc vous isolez t de l'équation précédente. Et je vous donne juste la solution, on trouve 14,8 heures. Bon, ce qui veut dire que c'est quand même une bouteille de bonne qualité, au bout de quand même une grosse journée, hein,
14,8 heures, ça commence à faire beaucoup, on va avoir le café qui n'aura diminué que de 10 degrés dans la bouteille. Donc, effectivement, les bouteilles qu'on appelle isothermes, c'est assez efficace. Et puis, vous pouvez mettre votre café le matin et l'après-midi, il est toujours chaud. Si vous préférez une boisson fraîche, ça marche aussi. Pour la question 3, oui. Non, pardon, j'ai sauté à quelque chose. Ce temps dépend-il du contenu de la bouteille? Ah, question à 2 balles. Alors, à votre avis, est-ce que ça dépend du contenu de la bouteille? Et si oui, pourquoi? On peut le reformuler. Est-ce que le temps va être plus important si la bouteille est grande? Si la bouteille est plus pleine, est-ce qu'elle va refroidir plus vite ou moins vite? Personne n'a d'idée. Lancez-vous. Donc, si la bouteille est plus pleine, oui, Alix, elle va refroidir moins vite. Et ça, c'est parce que ça va augmenter la capacité thermique globale de ce qui est à l'intérieur. Donc, si la masse de liquide à l'intérieur de la bouteille augmente, ça augmente la valeur de la capacité thermique, le machin qui s'appelle grand C dans l'énoncé, et ça va refroidir moins vite. On aura toujours les mêmes fuites thermiques vers l'extérieur, puisque c'est la même bouteille, et donc ça dépend essentiellement des parois de la bouteille, et beaucoup du bouchon de la bouteille d'ailleurs, c'est au niveau du bouchon que ça fuit beaucoup. Donc on aura toujours le même coefficient A, par contre, on va avoir une capacité thermique qui va être plus grande. Donc si vous avez une bouteille pleine, ça tient mieux. On dit ça tient mieux le chaud, mais c'est pas très physique, ça, c'est pas très scientifique de dire ça. Donc ça tient mieux la température, c'est pas très physique non plus, mais c'est comme ça qu'on dit souvent. Il vaut mieux remplir votre bouteille. Question 3. Comment trouver cette capacité thermique de l'ensemble? Et bien pour ça, il faudrait utiliser ce que vous aviez dans l'exercice de calorimétrie, le premier exercice de la planche. Vous aviez comment déterminer, ça s'appelait la valeur en eau d'un calorimètre, mais là, ça s'appellera la capacité thermique de la bouteille. En gros, on met de l'eau froide dedans, on mesure la température, on rajoute une masse connue d'eau chaude à l'intérieur, on mesure la température d'équilibre, on fait l'hypothèse que pendant le temps de la manip, il n'y a pas eu de fuite thermique, et puis on en déduit la capacité thermique de la bouteille. La capacité thermique de la bouteille, c'est pas grand C. Pour avoir grand C, c'est la capacité thermique de la bouteille plus la capacité thermique de ce qui est à l'intérieur. C'est la somme des deux. Mais donc, pour les mesures de capacité thermique, vous pouvez faire ce type de mesure. C'est bon? Alors, moins vite. C'était quoi que vous avez raté, Alix? Sur le troisièmement, une fois, 2 fois. Je vous rappelle que vous pouvez prendre la parole. Hein. Mais j'avais pas prévu de mettre de corriger sur Classroom parce qu'il n'est pas fait au propre. Donc, puis non, là vous avez suivi pendant le. Si vraiment vous n'y arrivez pas, je mettrai le corrigé sur Classroom. Mais essayez déjà de le faire par vous-même. Et si vous arrivez à retrouver les valeurs, il n'y a pas de raison que je vous mette le corrigé. Là, vous avez tous les éléments pour trouver la solution. Donc, non, j'avais pas prévu de vous mettre un corrigé de A à Z. Mais si vraiment vous pleurez très fort au bout de 2 jours et que vous n'y arrivez pas, je vous mettrai le corrigé. Mais je vous fais confiance, je suis sûre que vous allez y arriver. Et vous avez de quoi vérifier les applications numériques. Donc, j'attends de vos nouvelles. Je le mettrai si vraiment vous pleurez très très fort. Alors, si ça vous va, on va repasser au cours. Donc bon, quelques instants, le temps que je projette le chapitre en cours. Donc on en était au chapitre sur les machines thermiques. Oh, ça se met plus vite que d'habitude. C'est du quasiment instantané. Enfin, j'ai bien fait de me déconnecter, de me reconnecter. Donc pour resituer les choses, hier, on a donc parlé des machines thermiques et on avait vu les deux formes du premier et du deuxième principe pour ce chapitre. Premier principe, c'est W plus Q1 plus Q2 égale 0.
Donc ça vient du fait que delta U vaut 0 puisque c'est un cycle. Deuxième principe, vous avez l'entropie créée est positive. Et pour ce chapitre, ça se traduit par Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 est inférieur ou égal à 0. En d'autres termes, l'entropie d'échange est négative. Et ça vient aussi du fait que delta S vaut 0. Delta S, c'est l'entropie d'échange plus l'entropie de création. Donc, on va passer rapidement sur le cas de la machine dite monotherme. Donc, on en avait parlé un petit peu. Voilà. Et j'en suis ici à la machine monotherme, au quatrièmement. Donc, une machine monotherme, comme son nom l'indique, il n'y a qu'une seule source de chaleur qui fournit toute l'énergie thermique. Du coup, il n'y a pas besoin de numéroter l'énergie thermique. On l'appelle grand Q tout court. L'inégalité de Clausius, c'est Q sur T inférieur à 0. Ça veut dire que le transfert thermique est forcément négatif. Comme W plus Q est égal à 0, ça veut dire que W est positif. C'est pas un scoop, on l'avait déjà dit dans le chapitre précédent. Donc, conclusion quand même à retenir, une machine monotherme est forcément un récepteur thermique et elle reçoit du travail de l'extérieur, elle fournit de la chaleur en échange. À quoi ça sert? C'est donc un système qui sert à chauffer. L'utilité d'une machine, c'est pas ce qu'elle reçoit, c'est ce qu'elle donne. Donc, c'est un système ici de chauffage. Alors, cinquièmement, on va passer aux machines dithermes. Alors, s'il y a deux sources de chaleur, on va déjà les distinguer. Il y en a une, s'il y a deux sources de chaleur, les températures sont différentes. Donc, il y en a une qui va avoir une température plus élevée. J'ai choisi de façon arbitraire la source numéro 1 comme ayant la température élevée. La source numéro 2 a la température plus basse. Donc, la source numéro 1, on l'appelle la source chaude, et la source numéro 2, on l'appelle la source froide. Alors, attention, parce que c'est « je l'appelle » dans ce chapitre. Mais ce n'est pas des notations universelles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des exercices où la source chaude, ce sera la numéro 2. Il ne faudra pas apprendre les formules du cours avec des 1 et des 2. C'est plutôt avec l'idée chaud et froid. Et il y a pas mal d'exercices où on vous met un indice plutôt C pour ce qui est chaud et F pour ce qui est froid. Ce qui est un peu plus logique. Bon, j'aime bien 1 et 2. Donc, on va garder 1 et 2. Mais attention, il faudra bien repérer ça dans les exercices, qui joue le rôle de chaud et qui joue le rôle de froid. Donc, je vous ai remis dans les cadres les deux expressions des principes, à savoir le premier principe et l'inégalité de Clausius. Et on va déjà voir quelles sont les valeurs possibles de Q1 et Q2, donc les deux transferts thermiques. Et vous avez un petit diagramme en dessous, que vous ne devez pas savoir refaire, mais qu'on va juste expliquer et voir les différentes zones possibles. Donc, sur ce diagramme, vous avez en abscisse Q2 et en ordonnée Q1. Donc, on reporte Q1 en fonction de Q2. Première droite, petit a. Petit a, c'est une frontière W égale 0. Donc, sur petit a, donc, vous avez ici, donc la droite en vert, ça correspond à une valeur nulle du transfert mécanique, donc W égale 0. Ça veut dire que Q1 égale moins Q2. Ça, c'est par l'expression du premier principe qui est ici. Voilà. Donc W égale 0, ça veut dire que Q1 et Q2 sont opposés. Et on va avoir ici une droite, graphiquement, ça correspond à la bisectrice en vert. C'est la deuxième bisectrice. Donc cette frontière, W égale 0, ça va délimiter une frontière entre les machines qui sont moteurs et les machines qui sont des récepteurs. Donc si on est au-dessus de la courbe, donc si je suis au-dessus de la courbe en vert, je ne vais pas griffonner au-dessus, ça va faire moche. On va avoir la zone des moteurs. Si je suis au-dessus, ça veut dire que Q1 est supérieur à moins Q2, ça veut dire que W est négatif. Donc on récapitulera les différentes zones après. Et si on est en dessous de la zone de la droite en vert, à ce moment-là, Q1 est inférieur à moins Q2, et donc on a W positif. Donc cette droite en vert, ça va délimiter la frontière entre moteur et récepteur. Deuxième frontière, une frontière qu'on va trouver avec l'inégalité de Clausius,
Ça va être une frontière entre le possible et l'impossible. Donc, l'inégalité de Clausius nous dit que Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 est inférieur à 0. On va isoler Q1 ici. Donc, je ne sais pas si j'ai la place de l'écrire là. Alors, Q1, ici, ça va être inférieur ou égal à... Non, ça ne marche pas. Bon, je l'efface. Donc, vous regardez l'inégalité de Clausius ici. Et on va regarder la frontière qui correspondrait à égal 0 dans l'inégalité. Donc, le cas d'une machine qui serait réversible. Si la machine est réversible, vous avez ici l'expression petit b. Donc, si à la place du inférieur ou égal à 0, on a égal 0 tout court. À ce moment-là, Q1, c'est égal à moins T1 Q2 sur T2. On peut isoler Q1 de l'expression. Donc, la droite en vert, j'ai isolé Q1 parce que c'est ce qui est reporté en ordonnée, en fonction de Q2 qui est reporté en abscisse. Cette droite, elle a donc une pente négative, elle est décroissante, et la pente, c'est moins T1 sur T2. T1, on a dit que c'était la température de la source chaude. Donc, T1 est supérieur à T2. Et du coup, c'est juste pour situer les deux droites l'une par rapport à l'autre. En valeur absolue, la pente de la droite en rouge, elle vaut T1 sur T2. Donc, en valeur absolue, elle est supérieure à 1. Ce qui veut dire que la droite en rouge, elle a une pente négative. Elle va être située de cette façon par rapport à la droite en vert. Elle va être au-dessus dans la zone où Q1 est positif et au-dessous dans la zone où Q2 est négatif. Je suis peut-être en train de vous faire un truc compliqué, mais on est juste en train de comparer les pentes des deux droites. Pour la droite en vert, la pente c'est moins 1. Et pour la droite en rouge, la pente c'est moins T1 sur T2. Et donc c'est inférieur à moins 1, puisque T1, on a choisi T1 comme étant la source chaude. Donc cette frontière en rouge, c'est une frontière entre le possible et l'impossible. En fait, on a droit uniquement à la zone qui est en dessous de la droite en rouge, qui correspond à Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 est effectivement inférieure à 0. La zone qui est hachurée en rouge au-dessus, elle est interdite par le deuxième principe, puisqu'elle correspondrait à un supérieur au lieu d'un inférieur ou égal. Donc la droite petit b. Donc, sur la droite petit b, le cycle est réversible. En dessous, le cycle est irréversible mais possible. Et au-dessus, le cycle est juste impossible. Ça va? Donc, pour l'instant, on a juste expliqué les deux droites qui apparaissent sur ce diagramme. Il ne s'agit pas de savoir refaire le diagramme, hein, c'est juste comprendre ce qu'il y a dessus. À la limite, vous pouvez même oublier le nom de M. Ravo, qui a quand même beaucoup contribué à la thermodynamique physique. Donc, on va différencier différentes zones dans le diagramme, qui sont donc numérotées 1, 2, 3, 4, 5. On a dit que la zone 1, donc la zone 1, c'est tout ce qui est hachuré au-dessus de la droite. Donc ça, c'est une zone interdite. C'est interdit par le deuxième principe. Donc là, on peut oublier, ça n'existe pas. Il nous reste les zones 2, 3, 4, 5 en dessous de la droite. La droite vert, donc en dessous de la droite rouge. Hein. Ce qui est possible, c'est ce qui est en dessous de la droite rouge. La droite verte, elle délimite la frontière entre moteur et récepteur. Du coup, la zone 2 ici, qui est la seule zone possible au-dessus de la droite verte et en dessous de la droite rouge. Ici, vous avez la zone du moteur thermique. Donc ça, c'est un moteur. Les zones 3, 4, 5 sont les zones des récepteurs. Parmi ces zones, il y a des récepteurs qui sont intéressants et des récepteurs qui ne servent à rien. Alors, on va regarder sur la page d'après, puisque vous avez le résumé. Hop. Donc, les zones 3, 4, 5, c'est des récepteurs, mais en pratique, il y a uniquement, les seuls récepteurs qui ont un intérêt pratique sont ceux qui prélèvent de l'énergie à la source froide ou qui en fournissent à la source chaude. En pratique, vous verrez qu'ils font les deux. Pourquoi? Parce que l'inverse, il n'y a pas besoin d'une machine compliquée pour faire l'inverse. Pour prendre de l'énergie à une source chaude et la fournir à une source froide, c'est spontané, ça se fait tout seul.
l'énergie va spontanément de l'endroit où la température est plus élevée vers l'endroit où la température est plus basse, par d'énergie thermique ici. Et les récepteurs qui ont un intérêt pratique, c'est ceux qui vont obliger l'énergie à aller en sens inverse de ce qui est spontané. Donc en pratique, la zone intéressante, je reviens un cran en arrière, hop. La zone intéressante, c'est la zone où le transfert thermique Q2 va être supérieur à 0, c'est-à-dire qu'effectivement, le système va recevoir de l'énergie de la source froide, c'est la source froide qui donne de l'énergie. Et parallèlement, le système va fournir de l'énergie à la source chaude. Donc c'est le transfert dans le sens non spontané. Du coup, les zones 3 et 4, on peut les oublier. Et on va étudier des machines qui sont en pratique soit dans la zone 2 pour les moteurs, soit dans la zone 5 pour les récepteurs. Et donc, on va étudier séparément les deux. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris au diagramme de Ravo, puisqu'en fait, on va reprendre ces notions de transfert énergétique, d'abord sur le moteur, puis sur les récepteurs. C'est quoi un moteur? Donc, on parle ici du moteur thermique d'ITERM, qu'on appelle aussi moteur thermique tout court. Donc, pour un moteur, par définition, on va avoir W négatif, définition du moteur. Et on va avoir, donc si W est négatif, on va avoir ici, non, j'ai un peu vite. Donc, sur le diagramme précédent, ça voulait dire qu'on avait Q1 qui était supérieur à 0 et Q2 qui est inférieur à 0. C'était la zone 2 précédente. On traduit ça par une phrase. Q1 supérieur à 0, ça veut dire que le moteur reçoit de l'énergie thermique de la zone chaude, de la source chaude. En pratique, c'est l'énergie qu'on doit dépenser pour faire fonctionner un moteur. L'énergie, c'est jamais gratuit, hein. Donc, si vous avez un moteur dans votre voiture, ce moteur fonctionne parce qu'à un moment, vous brûlez du carburant. Et donc, l'énergie qui est dépensée pour faire fonctionner la machine, c'est là qu'elle est. Donc, c'est le terme Q1, c'est-à-dire l'énergie que le moteur reçoit de la source chaude. Donc, Q1 supérieur à 0. Et Q2 est négatif. On traduit ça par une phrase. Ça veut dire que le moteur fournit de l'énergie thermique à la source froide. Ça n'a aucun intérêt pratique. Le but d'un moteur, c'est de fournir de l'énergie mécanique. C'est de faire tourner un arme moteur qui fait tourner des roues si c'est une voiture. Donc l'objectif d'une machine qui est un moteur, c'est de fournir de l'énergie mécanique. Et on voit qu'ici, elle va fournir également de l'énergie thermique à la source froide. Ça veut dire que les moteurs, ça chauffe. C'est pas ce qu'on veut, mais c'est ce qu'on a. C'est pas l'objectif, mais c'est inévitable. Donc tous les moteurs vont chauffer, vont fournir de l'énergie thermique à l'extérieur, et on verra qu'il y en a même pas mal. Donc par le premier principe, ici, W plus Q1 plus Q2 égale 0, j'ai remis le premier principe avec uniquement les termes positifs. Donc Q1 moins W moins Q2, tout ça c'est positif. Et si je regarde les valeurs absolues, en valeur absolue, W plus Q2, c'est égal à Q1. Donc la valeur absolue de W plus la valeur absolue de Q2, c'est égal à Q1. Donc vous devez connaître ce qui est encadré en dessous. Si c'est encadré, c'est qu'il faut le connaître. C'est le principe de Carnot, qui a été énoncé par Sadi Carnot, et c'était en début 19e siècle. Alors attention, parce que Sadi Carnot, il y en a deux. Il y a le physicien, qui a beaucoup contribué à la thermodynamique, et il y avait un président de la République qui a été assassiné en 1894. Donc c'est pas lui. On parle du physicien Sadi Carnot. Donc vous devez connaître le principe de Carnot, qui traduit en fait ce qu'on a énoncé précédemment, mais ça le traduit juste sous forme d'une phrase. Un moteur thermique prélève de l'énergie à la source chaude, en convertit une partie en travail et restitue l'autre partie à la source froide. Sur la conversion, la partie utile, c'est le travail. Et la partie inutile, c'est le fait de chauffer la source froide. Donc, ce qui est encadré, c'est exactement la même chose que ce qui est encadré, que je suis en train d'encadrer ici. D'accord? C'est deux versions de la même chose. Au-dessus, vous avez la version égalité mathématique et en dessous, la petite phrase explicative.
Alors ici, vous avez un diagramme qui va peut-être vous éclaircir un peu plus les choses d'un point de vue échange d'énergie. Donc j'ai représenté au centre le système, donc il y a un fluide, et en pratique c'est un gaz, hein, mais on va juste se dire fluide pour l'instant. Les deux sources, donc la chaude et la froide, avec le code de couleur, je vous ai mis en rouge la source chaude, en bleu pardon, la source froide, et la partie utilisation pratique, donc le moteur. Donc le flux d'énergie, tout provient de la source chaude. La source chaude fournit de l'énergie au système, et c'est effectivement là qu'on a une dépense d'énergie. D'accord. Cette énergie qui est fournie au système sous forme de chaleur, sous forme d'énergie thermique, le système va la répartir en deux morceaux. Une partie qui va être la partie utile, qui est donc W, attention, la valeur absolue de W, parce que dans ce sens-là, dans le sens extérieur, ce sens-là, c'est moins W. W, par convention, on ne dira jamais assez, c'est toujours de l'extérieur vers le système. Donc en fait, W, c'est dans l'autre sens. Dans ce sens-là, je suis en train de rajouter une flèche noire, on a W. Et W est négatif. Donc le sens réel du transfert d'énergie, ça se fait du fluide vers l'utilisateur. Donc une partie du robinet d'énergie va vers la partie utile, utilisation du moteur, ça sert à faire tourner un truc. Et il y a une partie qui est éjectée vers la source froide. Donc là encore, le terme Q2, il est comme ça. Je rajoute une flèche conventionnelle pour Q2. Oh, il est très moche ce Q2. Donc Q2 est négatif, ça veut dire que l'énergie va en pratique du système vers la source froide. Et donc en valeur absolue, Q2 qui vaut moins Q2, je reprends. La valeur absolue de Q2, c'est moins Q2, et c'est positif. C'est l'énergie qui est perdue par l'utilisation, par le fonctionnement du moteur. Donc ça, c'est peut-être ce qu'il faut retenir du moteur, c'est-à-dire voir comment sont les dépenses d'énergie, enfin comment vont les flux d'énergie dans un moteur. Donc le coût du robinet d'énergie, c'est peut-être plus simple à retenir graphiquement. Ça va bien dans ce sens-là. Vous devez retenir dans quel sens ça va. Donc, tout vient de la source chaude et c'est réparti en deux énergies qui sortent. Une énergie utile vers le moteur, enfin, vers l'utilisation du travail, et une énergie inutile, perdue, gaspillée, vers la source froide. Eh bien, écoutez, je pense qu'il est l'heure de conclure. Donc, on va s'arrêter. Et pareil, je reste connectée le temps que je vois que certains sont connectés. À demain!